Coconut Podcast, saison 5, présenté par le groupe Quartier, avec votre animateur Alain Joe. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en ce mois de l'histoire des Noirs, nous réitérons avec un autre invité de marque, messieurs, dames. Si vous ne le connaissiez pas encore, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de petit écran à la maison. Il est connu de tous au Québec, figure positive au niveau sportif. On le connaît comme citoyen engagé, entre autres avec le Centre Lassalien, mais surtout comme analyste sportif, chroniqueur multiplateforme à TVA Sport. Messieurs, dames, sans ne plus tarder, accueillons cette étoile montante de la télévision au Québec. Je dis bien Andy Maï Pressoir, messieurs, dames. Jamais une. Même ma mère pourrait pas faire une présentation comme ça. Bon, c'est encore mieux qu'une biographie. Wow! Wow! Ben, écoute, respect à toi, le fait de t'avoir avec nous à Coconut Podcast, il y a comme quelque chose de pas réel là-dedans. On est super content que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci. Andy, comment ça va? Ça va bien. Écoute, je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est il y a à peu près deux mois. Oui, exactement. Au sommet Dynastie, Oui. première édition. Organisé par Carla Beauvais. Exact. Oui. Puis c'est drôle parce que on sait très bien ce qu'on fait un peu l'un et l'autre, mais comme on n'avait jamais échangé. Ouais. Puis j'ai vraiment été touché par ton histoire et je pense que tu as été aussi touché par mon histoire. Wow, donc écoute. c'était cool de se On rencontrer. va se rencontrer. Andy Maï Pressoir. Ouais. Ben là, pour avoir toute cette énergie que tu as, il y a sûrement un soul food qui t'accompagne à tous les jours. Est-ce que tu vas chercher des forces chez maman? Tu dis, maman, hein, j'aimerais ça que tu me prépares un du riz collé. Tu sais, après tes grandes entrevues, tes voyages sur la planète, on aimerait t'entendre d'où tu vas puiser cette énergie que tu as. C'est bien que tu dises. La famille. Sincèrement, je pense que justement, à travers la pandémie, beaucoup de gens ont pris le temps de reconnecter avec la famille. Pas parce qu'on n'était pas connectés, mais parce qu'on ne prenait pas le temps. On ne prenait pas le temps des fois. On se dit « Ah, j'ai pas le temps. » Prends le temps. Quand tu prends le temps, je pense que après tu réalises que tes priorités sont peut-être pas à la bonne place, au bon endroit. Puis la pandémie m'a permis de reconnecter avec un de mes petits frères, avec voir mon père plus souvent, voir ma mère plus souvent, échanger plus souvent avec ma sœur, ce genre de trucs-là. Oui, la famille, c'est important. Puis, comme tu dis, oui, il faut retourner chez mamie, chez papy, aller chercher un petit riz, un petit griot, un petit sauce pois, lambi. Non, sérieusement, je suis très fier de mes origines. Mon père, j'ai un parcours un peu spécial. Mon père est haïtien, donc né à Port-au-Prince, est arrivé ici il y a peut-être bientôt 35-40 ans. Ma mère est métisse d'un père haïtien, mais d'une mère de Chicoutimi. Chicoute. Oui. T'es un vrai bleuet. Au bleu au chocolat. Ah, au chocolat. Tu comprends? Donc, le chocolat du père Trappiste. 100%. Ah, OK, on se comprend. C'est le mélange Je connais ce des chocolat-là, deux là. univers. Moi, j'ai jamais eu la chance d'en manger, mais j'ai déjà entendu parler du chocolat. Puis, donc, c'est ça. Donc, ma mère est née à Chicoutimi, dans un monde où elle a grandi comme à se chercher un peu toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle est basanée, mais ma mère comprend le créole, elle ne le parle pas nécessairement, mais elle comprend 100%. Mais la famille du côté de sa mère à elle est 100% blanche. J'ai des cousins blancs, 100%. Mais du côté de mon père, moi, j'ai grandi à l'haïtienne, 100%. Avec les 3 L. Ouais, la caille, l'église. On sait c'est ce qu'on doit faire dans la vie. Non, sérieusement, je pense que c'est ce qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui, de me définir. Mais la famille, je pense que c'est vraiment tout ce qu'on a, puis on l'a jusqu'à notre mort. Donc, c'est important de chérir ça. Intéressant dans ton parcours, toi, en ayant ces origines multiples, comment tu l'as vécu en tant qu'enfant? Où ce que, hey, toi, hey, mon petit noir! Puis, au final, ma mère est comme... 100%. Elle est québécoise blanche, là, tu sais, je veux dire... Pourquoi tu t'interviens comme ça? Comment tu ressentais ça en tant que jeune? C'est
C'est exactement comme tu le dis. Les gens ne savent pas. Les gens sont dans l'ignorance et se permettent des commentaires juste avec l'apparence. L'apparence. Puis, sincèrement, si les gens prenaient juste plus le temps de s'asseoir, puis d'être ouverts, d'apprendre à connaître, de ne pas avoir la peur de l'étrange, de l'inconnu. Puis comme tu dis, moi, je me suis toujours considéré comme Québécois à la base. Je suis né ici. Je veux dire, moi, c'est... T'es un 100%, c'est Bulldog Bazar, c'est 275 à l'eau. Watatata, les 100 watts. 100%. Ça, c'est moi. Je veux dire, je suis né au Québec. J'ai joué au hockey parce que ma mère m'a mis sur des patins. J'ai fait du ski, mais je suis aussi haïtien dans l'âme à cause de mon père. Je veux dire... lui est arrivé ici pour une vie meilleure. Il est arrivé ici avant même ses frères et sœurs, avant sa mère. Il a fait amener toute sa famille ici. Mais mon père, quand il est venu au Québec, c'est parce que il s'est dit, c'est une terre où mes enfants vont pouvoir mieux réussir, mieux avoir une meilleure qualité de vie. Mais on a toujours vécu selon les valeurs et les traditions haïtiennes, même si on était au Québec. Donc, sincèrement, je me suis toujours vu dans un monde où j'ai le meilleur des deux. Je peux tirer à gauche, je peux comprendre le créole, je peux aller dans cette gang-là, je peux aller, caméléon, aller de l'autre côté. Puis, je pense que c'est important que les gens soient plus ouverts sur ça, n'aient pas peur de l'inconnu et comprennent qu'on est tous égaux. On est tous Québécois à la base. Quand on disait, des fois, tu l'as sûrement entendu, Andy, t'es pas comme les autres. Tu sais, ça te faisait quoi, tu sais? C'est comme... Ouais. Pour ma petite histoire aussi, mes parents sont séparés depuis que je suis très jeune. Donc, j'ai vraiment vécu chez ma mère et chez mon père. J'ai fait 6 écoles différentes au primaire et au secondaire. Okay? Autant à Montréal que sur la rive sud de Montréal. Donc, les gens me disaient, t'es grandi où? Je suis dit, bro, prends un papier, prends un crayon parce que ça va être... On va faire l'itinéraire. 100%. Là, je suis allé autant dans des écoles privées à Montréal, comme l'école Saint-Joseph, le collège Stanislas à Outremont. Mais je suis allé aussi sur la rive sud, à Jacques-Rousseau, qui était public, Osias-le-Duc, collège Saint-Paul à Varennes, dans des milieux super homogènes. Ouais, regarde, on est dans le Québec patriote, là, écoute, Varennes. Là, t'arrives à Saint-Hilaire, t'arrives à Varennes, puis sincèrement, il y a des moments où, certaines années, où j'étais le seul noir dans l'école, où on était deux, peut-être, tandis qu'à Stanislas, c'est le Québécois de souche qui était en minorité. Donc, je pense que c'est important d'avoir une bonne capacité d'adaptation, mais d'arriver toujours avec une énergie positive. J'ai rarement été victime, moi, de discrimination à l'école. OK. J'ai été victime de discrimination dans le sport. J'ai été victime de discrimination, préjugés, profilage par la police toute ma vie. Mais à l'école, j'ai toujours dit aussi à mes petits frères, mes petites sœurs, ça dépend de l'énergie que tu amènes à l'école. Si tu arrives à l'école, tu es le seul noir, puis tu fais comme si regarde, je suis le seul, je vais rester seul, ou je vais me mettre à l'écart, puis... Tu vas rester à l'écart pas mal. Exactement, mais tu vas rester à l'écart. Après, ça dépend de comment tu prends l'approche des gens. Parce que oui, il y a des gens qui sont maladroits, mais est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que c'est de leur faute s'ils ont grandi dans un milieu steak, blé d'Inde, patate, puis là, ils arrivent, puis il y a un Andy qui arrive, puis qui porte du fourou, puis du Rockaware, puis des trucs qu'ils n'ont jamais vus, puis qui écoutent du Jay-Z, etc. Je pense qu'il y a toujours une peur de l'inconnu, mais après, c'est de la façon, l'approche que tu as avec les gens. Donc, moi, je me suis toujours bien acclimaté à mes milieux. Le sport a grandement aidé à ça. Le sport, c'est une famille. Peu importe, t'es blanc, jaune, noir, 5 pieds 5, Tant qu'on doit gagner, on fait partie de la même équipe. On fait partie de la même famille. Donc, moi, je l'ai toujours vu comme ça, mais je pense que c'est l'approche et c'est l'énergie. Tu comprends? J'arrivais pas à l'école en tripant. J'arrivais à l'école avec, cool. Let's go! Je pense que c'est la pensée positive, mais pour moi, je pense que ça a fonctionné. C'est intéressant, puis on sait que t'es assez agile sur tes deux lames, là, ces patins. On a vu cette semaine, récemment, cette sortie de différents groupes, anciens joueurs des circuits juniors au Canada, entre autres, en ce qui a trait à de la maltraitance des joueurs, du bullying, assurément du racisme, des propos discriminatoires. Les frères Appiqué-Souban ont longuement relaté la chose. Est-ce que, aujourd'hui, avec un recul, tu sens que il me semble que les dirigeants des différentes ligues auraient pu en faire davantage pour encadrer ces propos racistes. « Hey, espèce de... sur le terrain de Rollin! »
toi, aujourd'hui, avec ta lecture, en voyant tout ce qui est relaté aujourd'hui, est-ce que tu te rappelles que, ouais, il y avait peut-être un environnement un peu malsain dans le hockey jadis? On t'écoute. Les initiations. C'est ça. Moi, j'ai pas eu d'initiation vraiment. J'ai pas joué dans du hockey de haut niveau. J'ai arrêté peut-être à l'âge de 13 ans au hockey pour poursuivre dans le basket. J'ai commencé quand même jeune. Puis oui, moi, j'étais partout où j'allais le seul noir dans chacune de mes équipes de hockey. Puis, comme je te dis, le racisme, je l'ai vécu dans le sport, mais dur au hockey. T'es à la mise au jeu, puis le gars te regarde dans les yeux, puis dit hey, « le singe, retourne chez vous ». Tu sais, des trucs comme ça. T'as 8 ans, t'as 9 ans, tu comprends pas vraiment ce que la personne... D'où viennent ces propos? Exactement, pourquoi tu comprends pas vraiment ça. Puis toi, t'es là pour avoir du plaisir, au même titre que le gars en face de toi, que les gens qui sont sur le banc. Ça fait mal. Ça fait mal parce que t'es dans l'action, tu sais pas comment réagir. Puis, je pense que je m'en suis toujours sorti parce que mon père m'a toujours dit, faut pas, c'est de l'ignorance, il faut pas les écouter. Et toi, tu sais ce que tu vaux, 100%. Et encore une fois, ma mère est de Chicoutimi. Ouais, ben c'est ça, donc, toi qui me dis, retourne d'où tu viens, etc. M'en retourner avec mes bleus. Ben non, mais sincèrement, comme... et j'adorais faire paraître les gens pour des imbéciles. Parce qu'après, quand un jeune te dit ça, puis après, il voit quelque chose, il voit une situation où que, je sais pas, je marque 3 buts ce match-là, puis après, je vais le revoir, puis je veux dire... ouais, c'est ça. Ouais, c'est qui le singe, finalement, tu sais, au final? Puis, sincèrement, je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant, quand j'avais 10 ans, 11 ans, c'est de faire paraître pour un imbécile la personne qui vient de t'agresser. Ben, un imbécile, un inculte. Silencieusement. Ouais, silencieusement. Pas besoin de... Aucunement, il n'y a aucune violence là. J'ai pas frappé, j'ai pas besoin... On se reverra. On se reverra, mais tu vas te rappeler de moi. Je te promets que la prochaine fois, tu vas t'en souvenir d'où je viens. Un taux de chapeau, ben, ouais, tu vas te dire, il m'a mis ça comme... 100%, tu vas te rappeler. Puis... oui, le sport est tellement ancré dans ses vieilles traditions, dans ses vieilles coutumes. C'est un sport qui est blanc, à la base. C'est un sport qui est machiste. C'est un sport où c'est la définition de l'homme, du gars qui a peur de rien, etc. Il y a de l'intimidation, même par les coachs, la façon de parler aux joueurs des fois. Mais les batailles sur la patinoire 100%, aussi, c'est un peu décrié. Qui insuffle le plus de respect, qui est le plus fort. Donc oui, dans le hockey, et ça a pris du temps. Là, moi, ce que j'aime voir maintenant, c'est que tu vas dans des tournois de hockey mineur, des fois, il y a 5 Noirs dans la même équipe. 6 Noirs, 2 Arabes, 2 Asiatiques, des Latinos, des Italiens. Et souvent, les meilleurs joueurs, tu fais « Oh, finalement, wow! Hein? » Quand le sport se partage, quand le sport est développé par d'autres cultures, par d'autres ethnies, ben on voit qu'il y a du talent un peu partout. C'est moins pire, hein? Et ouais, c'est ça. Finalement, on est tous une grande famille. Non, sérieusement, c'est ce que j'aime voir aujourd'hui, c'est le plus de diversité maintenant dans le sport. Et encore à ce jour, dans tout ce qu'on vit, que ce soit la politique, que ce soit en sociologie, que ce soit dans toutes les sphères de la vie, le sport est tellement rassembleur. Ouais, il y a un dénominateur commun, il y a quelque chose qui est plus fort même que la politique des fois. Quand un certain Didier Drogba arrive à arrêter des guerres civiles dans son pays, entre le nord et le sud de la on Côte d'Ivoire, réalise que ce gars-là n'est pas politicien, ce gars-là n'est pas musicien, ce gars-là n'est pas un chirurgien, non, c'est un joueur de foot. Donc c'est là où on voit où les gens se rallient devant un peu cette puissance, ces êtres surdoués, prodigieux. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a eu le Super Bowl. Qui ne regarde pas le Super Bowl, même s'il n'aime même pas le football, les gens ne savent même pas c'est qui. À 4 dernières secondes, il y a un dernier jeu de Ils ne peuvent même pas te nommer 4 joueurs, mais ils vont regarder le Super Bowl pour tout ce que ça représente. Et le sport, c'est ça. Et les Jeux olympiques, la même chose. Donc, je pense que moi, j'ai toujours été attiré par le sport à cause de cette cohésion, de cette union, de cette force. Puis, c'est ça, il y a des gens qui ne réalisent pas à quel point le sport, c'est rassembleur. Et il n'y a pas juste un groupe un groupe de blancs qui font du sport ou un groupe de noirs qui font du sport. Il y a des jeunes, exactement, il y a des adeptes. 100%. Ta maman, papa, ils t'inscrivent au sport. Souvent, c'est pour t'inculquer des valeurs. Ouais. Quelle était la réaction de maman lorsqu'elle te voyait revenir à la maison, la mine déconfite, un peu triste, tout net, d'avoir entendu ces commentaires? Comment elle réussissait? Quels étaient ses bons mots?
écolier malheureux, sois patient. Après la pluie, le beau temps. Ouais. Ma mère aussi, Tu sentais la tristesse chez elle, peut-être? Je la sentais, mais elle me racontait un peu son parcours à elle. C'est-à-dire que, comme je dis, elle est métissée. Ma mère a les yeux verts. On peut pas vraiment dire qu'elle est haïtienne. Si tu la vois dans la rue, on voit, OK, elle a un teint basané, etc. Alors, certains Québécois blancs vont dire, OK, ben, toi, t'es juste différente. Mais quand elle était jeune, elle était noire pour eux, t'imagines? Mais pour certains Noirs, ma mère n'est pas noire. Tu comprends? Alors, elle a toujours vécu avec cette différence. Et c'est le mot, je pense, qu'elle m'a répété le plus souvent. On accepte notre différence. Quand on accepte notre différence, c'est là qu'on avance dans la vie. Et elle a accepté ça quand même assez tôt. Parce que sinon, on vit dans le malheur. On vit dans la tristesse. On vit justement dans cette ségrégation-là, cette distance avec l'autre. Puis ma mère me disait tout le temps qu'elle demandait à sa propre mère « Pourquoi tout le monde me regarde? Pourquoi les gens me regardent? » Puis sa mère fait juste répondre « Parce que t'es belle. » Parce que t'es belle, t'es différente. As-tu vu tes yeux? As-tu vu tes cheveux? Personne n'avait des cheveux comme elle. Pocahontas, là, oui, non, mais t'as vu, toi, il n'y a personne d'autre. Donc, il faut trouver comme cette façon de se dire, ouais, je suis différent, mais j'adore ça. Parce que je suis pas comme toi. C'est cool. OK, toi, t'as ça, mais moi. Et quand dans ta tête, c'est rentré ça, ta valeur, je pense qu'après, il n'y a pas grand-chose que tu peux pas accomplir dans la vie. Parce que c'est pas ta couleur de peau qui doit définir ce que tu peux ou ne peux pas faire en société. Surtout pas dans un pays comme le Québec, en fait, un pays comme le Canada, où on arrive de partout. Et certains Québécois, j'ai l'impression des fois qu'ils comprennent pas ça. Comme si c'était leur pays. C'est leur planète, quoi. Excusez, les Amérindiens, eux, ils étaient pas là, eux, au début? Non, mais sincèrement. T'as pas perdu la bataille des plaines d'Abraham? Ben voyons, non, mais sincèrement. Regardez comme une ville comme Montréal. À Montréal, tu peux manger n'importe quoi. Tu peux vivre n'importe quelle expérience dans n'importe quelle culture. C'est super éclaté. Je pense qu'il y a des gens qui réalisent pas ça. Cette richesse. Cette richesse. C'est une richesse. 100%. Voilà. Excellent, excellent. Avant de parler du volet média, il y a pas mal de trucs qu'on veut couvrir, mais Coconut Podcast, on suit un organisme communautaire qui œuvre dans le quartier Saint-Michel. Ouais. Écoute, le centre Lassalien, qui est juste à côté de l'école connue, là, Louis-Joseph Papineau. Ouais. J'aimerais que tu nous parles de ton implication avec le centre Lassalien qui reçoit des distinctions, tu es reconnu par la TD, fait de gros topos, le Gala Dynastie, entre autres. Toi-même souvent privé ou même en nomination au Gala Dynastie. Pourquoi as-tu choisi de t'impliquer avec le centre Lassalien? Et deuxième question dans l'implication, tu t'impliques pour cette cause, la fibrose kystique. Ouais. Tu savais de rentrer en politique, c'est toi, ça, là? C'est opposé. Mais pareil, c'est pour améliorer la société, 100%. apporter un petit baume sur le cœur de ceux qui l'ont pas trop facile nécessairement. On voit que vous faisiez des paniers pour ceux qui étaient peut-être en situation plus difficile. Comment tu t'es senti, toi, gars de la Rive-Sud, venant dans le quartier Saint-Michel, aider tes semblables dans le besoin? Ça, c'est intéressant. Puis après, la fibrose kystique également. Le centre Lassalien, ça part de Paul. Paul Evra, il faut le nommer. Paul qui est vraiment... toute une personnalité pour Saint-Michel. Comme on dit, c'est un game changer. Il change des vies. Il change des vies au quotidien. Moi, je connais Paul depuis plusieurs années via il était impliqué déjà à Saint-Michel, un peu en politique. C'est un peu un petit prodige. Il a travaillé à la Maison d'Haïti aussi un peu. Après, pour la fondation de Didier Drogba, s'est impliqué là-dedans. Et depuis quelques années, il est directeur du Centre Lassalien, qui est pas un centre communautaire. C'est un centre socio-éducatif. C'est privé. Et ça a un peu la mission de permettre aux gens... que ce soit des nouveaux arrivants ou juste des immigrants de Saint-Michel, de s'épanouir, mais de s'épanouir au quotidien. Pas juste, OK, j'ai réussi à faire ponctuellement, puis on se reverra dans 6 ans. Non. Et de grandir à travers le Centre Lassalien. Et j'ai perdu mon emploi durant la pandémie pendant 8 mois, au mois de mars, un peu comme bien des gens au Québec. Puis, c'est la première fois de ma vie. Moi, je suis hyperactif. Moi, je peux pas rien faire. Moi, il faut que je fasse quelque chose. Puis dans mon travail, j'adore produire, créer tous les jours. Puis là, c'est pour ça que tu es multiplateforme. Là, je suis à gauche, à droite, en avant, en arrière. Bien sûr.
quand ça s'arrête d'un coup, tu te remets en question, tu te dis, mais à quoi je sers dans la vie? Oui, je suis reporter, oui, j'ai un travail, j'influence des gens, mais à quoi je sers? Ou à qui je sers? Ouais. Et là, je vois Paul qui, lui, quand tout est fermé, la ville est fantôme, tu peux te promener à Montréal à midi, puis il n'y a pas un chat dans les rues. Et je vois qu'un jeudi, amène un des chefs qui travaille là-bas, un chef cuisinier, font une recette internationale et décident d'aller livrer à des familles qui sont dans le besoin, des familles qui ont été ciblées, identifiées par, justement, l'aide alimentaire là-bas. Des familles qui sont soit nouvellement arrivées, soit qui ont perdu leur emploi. Ouais. Des fois, c'est 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Une famille latino, ils sont 10 à Saint-Michel. Le profil socio-économique. C'est fou. Ouais. Et la première semaine, je pense qu'il y avait à peu près 12 à 15 familles. Et je vois ça, je fais « wow ». Donc, eux arrivent, font la bouffe. Moisson Montréal embarque. On arrive à faire une boîte de collation. Il y a vraiment une recette qu'ils peuvent partager, mais aussi des collations qui peuvent tenir pour peut-être 6-7 jours. Je me dis, wow, mais j'ai besoin d'être là parce que c'est tangible. C'est pas, t'es pas à l'épicerie puis tu mets un 5 $, dans la boîte. Voulez-vous donner à... Non, c'est réel. C'est réel. La personne va bouffer tout de suite après. Les gens, c'est des vrais gens. Et c'est pas juste des vrais gens. J'ai l'impression que c'est ma tante. Okay. C'est mon cousin. C'est mon grand-père. Tu vois, c'est du monde. C'est ma grand-mère. C'est une situation fortuite qui 100%. fait... Ouais, voilà. J'ai pas grandi à Saint-Michel. J'ai même pas de famille à Saint-Michel. J'ai de la famille un peu partout, à Montréal, etc. Mais pour moi, c'était mon monde à moi. Okay? Puis, on arrive là, je vois son initiative, je dis, OK, mais il faut grossir ça. La semaine d'après, on fait la même chose. Je pense qu'on est rendu à 20. Après 25, 30 familles, 35 familles. Il y a même une fois, on arrive à une porte et je me trompe d'adresse. Puis là, c'est le père haïtien qui répond, qui dit « Bonjour ». Je dis « Ah, c'est le centre La Saline, mais est-ce que c'est telle famille? » Il dit « Oh non, c'est pas ici. » Je suis comme « Ah, désolé. » Mais il fait « Non, mais on va le prendre. » Puis là, il ouvre la porte derrière, puis je vois, il y a 3 enfants, 4 enfants. Puis je suis comme « Wow! Okay. Ça vient... » T'étais même pas licité, mais... Non. Et la gratitude dans leurs yeux, c'est pas « OK, merci, une autre aide communautaire, peu importe. » Non. La gratitude, le sourire. Puis il y a un des exemples, c'est une famille latino aussi. On arrive, puis on avait un sac de patates en extra. Donc je dis « Est-ce que vous aimez les pommes de terre? » Ils disent « Ah oui, nous, on cuisine tout. » Donc je leur donne. La dame est tellement contente, elle nous dit « Vous allez revenir la semaine prochaine? » Je dis « Oui. » « OK, ben on va vous faire un pâté chinois. » Wow. Je suis comme quoi? Ben non. On vient vous aider, puis vous pensez déjà à redonner. Et c'est ça l'esprit de la communauté immigrante. Ouais. On est une famille. On s'aide, on s'entraide, on est tissé serré. Cette dame-là, je connaissais même pas son nom 5 minutes plus tôt. Après, elle m'offre à manger, tu comprends? Bon, en retour. Donc, l'esprit de communauté à Saint-Michel, quand on sait qu'il y a un enfant sur 3 qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour, encore aujourd'hui. On n'est pas en Afrique, là. On est à Montréal. C'est la 40, tu dépasses la 40, c'est Saint-Michel. C'est vibrant comme quartier, Saint-Michel. C'est au centre de Montréal, etc. Donc, pour moi, ça a été là où j'ai vraiment Puis j'ai amené des gens. J'ai amené des gens de partout, des chanteurs, des musiciens, des athlètes, des boxeurs, et des gens qui ont l'habitude de donner et qui ont été... ça rentre dedans. Junior Ulysse. J'amène Junior Ulysse à un moment donné. Champion, boxeur. Junior est très impliqué. Les gens ne le voient pas souvent, mais très impliqué dans Saint-Michel. Permet à des jeunes qui n'ont pas de souliers de jouer au soccer, de jouer au basketball, etc. On arrive dans une famille où c'est une mère monoparentale. Elle a 2 ou 3 enfants. Une mère noire. Puis, il y a un des enfants qui est handicapé. Puis, on amène le Père Noël ce jour-là. Okay. C'est Noël. Puis, tu sais, les enfants, on fait « Oh, c'est le Père Noël, OK, on est content. » Le kid en arrière, tu vois que c'est un fan de super-héros, il est déguisé en Superman. Et quand il voit le Père Noël, on le voit à chaque semaine, ce kid-là, puis il dit pas un mot. Il reçoit la bouffe, puis il dit pas un mot. La mère est contente, etc. Mais là, on amène le Père Noël, il se met à sauter partout. Puis il crie. Mais des cris, là, comme « Ah! » Sa joie était tellement comme contagieuse, mais c'est venu nous chercher. Sa mère, comme, my God, c'est rare qu'il est excité comme ça, de le voir, comme vraiment heureux de voir le Père Noël. Junior Ulysse donne la boîte. Ce gars-là est un boxeur. Des fois, met sa vie en jeu quand il rentre dans le ring. Okay? Ce gars-là a peur de rien. Ce gars-là est fort. Ce gars-là, et il s'arrête, puis il est comme ça. Il est resté on est devant chez la dame, là, dans le parking, les mains sur les jambes, plus capable de parler, plus capable de... Figé par le moment, par l'intensité du moment. Puis tu te dis, je viens de vivre ça, puis
OK, là, c'est unique là, mais il y en a plein d'autres comme ça, t'imagines? Donc, c'est très puissant, c'est très, très fort. Ouais, comme on dit, ça te reconnecte, ça te ground pas à peu près. Là. Vraiment, vraiment. Puis ça te fait réaliser à quel point t'as de la chance, oui, mais on crée cette chance-là. Puis, je veux dire quoi, cette journée-là, on a donné 2 heures de notre temps. Ça a changé quelque chose dans la vie de ce jeune-là qui va s'en rappeler ou de cette mère-là qui va peut-être passer un plus bel après-midi parce que son jeune a vu le Père Noël puis il est content, tu comprends? Donc, le Centre Lassalien, pour moi, c'est ça. C'est des ateliers, c'est de permettre à des jeunes de rêver, d'aspirer à des métiers, etc. Donc, il y a toutes sortes d'ateliers, puis Paul Evra le fait très bien. Donc, oui, il y a le volet aide alimentaire, il y a des animateurs de partout qui stimulent les jeunes, ceux qui sortent justement de Louis-Joseph Papineau. Il y a des kids qui vont plus à l'école, mais au lieu de rester dans la rue, ils viennent au Centre Lassalien parce qu'ils veulent pas rester dans la rue, tu comprends? Donc, ça, c'est fort. J'adore la mission. Tout un travail qui est fait. Ah ouais. Il est sur notre liste, Paul Evra. Ah, il est solide, c'est vrai. Il y a cette implication. On t'a vu même donner un coup de pouce en participant aux activités sportives de Patrice Bernier avec sa fondation. Ouais. Mais nous, ce qui nous a vraiment piqué la curiosité, c'est de dire, wow, avec tout ce qu'il fait, Andy, il s'implique même auprès de la cause de la fibrose kystique. Ouais. J'aimerais t'entendre très rapidement. Je vois mon producteur. Arrêtez de couper notre temps! On a le droit! On a le droit! À une vitrine! Ouais. Ça, c'est en mode Anthony Cavana. Ouais. Alors, j'étais sur Paris. Ça part de la famille. C'est drôle parce que, tu vois, ça met la boucle, mais ça ramène à la famille. Comme je te dis, mes parents sont séparés. Je suis le plus vieux de l'union de mon père et de ma mère, mais le seul. Et après, ils se sont remariés. J'ai des frères et sœurs de chaque côté. Et du côté de ma mère, j'ai une sœur, Tammy, qui a 24 ans aujourd'hui, qui est atteinte de fibrose kystique. Ouais. Et quand je l'ai appris, j'avais 9 ans. Et je me rappelle, le médecin disait, c'est les chances, en fait, d'avoir cette maladie-là. C'est une maladie qui est très rare, c'est une maladie génétique. Et c'était comme de gagner l'auto 649. C'est une maladie qui est très rare chez les Noirs, même. Et c'est une maladie qui affecte le système digestif et le système pulmonaire. C'est-à-dire que ma sœur, très jeune, devait prendre des enzymes en capsule parce que les enzymes de son corps ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'elle mangeait, ça ressortait puis elle retenait rien. Aucun nutriment, aucune vitamine, etc., protéines. Et du côté pulmonaire, c'est que il y a du mucus qui vient s'accumuler dans ses poumons qui fait en sorte qu'elle avait des problèmes respiratoires. Et c'est une maladie qui est mortelle aujourd'hui. L'espérance de vie, c'est peut-être 55 ans aujourd'hui. Et c'est une maladie qui t'ouvre les yeux à 9 ans. Comme toi, moi, je joue au hockey, je suis cool, je peux faire ça, je peux bouger. Mais ma sœur, elle, doit se battre à tous les jours. Tu comprends? Aujourd'hui, elle va très bien. Écoute, elle a un travail, elle va à l'école, etc. Nice. Parce que c'est une maladie qui est invisible. À part, oui, elle prend ses enzymes à tous les jours, elle fait ses pompes à tous les jours, mais tu le vois pas. Tu comprends? Et c'est une maladie qui est un peu traite parce que tu ne la vois pas. Mais ma sœur, il y a quelques années, a appris, ça n'a pas été facile parce que des fois à l'école, elle voulait même pas le dire aux autres qu'elle était malade. Mais des fois, elle a des besoins. Elle a besoin d'aller aux toilettes plus souvent, par exemple. Donc, t'imagines, quand tu es en 5e année, puis il faut que tu demandes à Madame, est-ce que je peux aller aux toilettes? Non, mais tu viens d'y aller, Tammy. Ouais, mais elle a une condition, tu comprends? Donc, ça lui a pris quelques années avant de comprendre ça. Aujourd'hui, elle étudie en communication même. Et elle parle ouvertement de ça. Donc, pour nous, ça nous a connectés. Aussi à l'aise que son frère en oui, Tammy est très, très bonne. Elle étudie en relations publiques aussi. Elle est très, très forte. Puis, ça lui a permis, je pense, de s'ouvrir sur sa maladie. Probablement, elle est noire. Elle a une maladie qui est très rare chez les Noirs. Elle est plus petite aussi pour son âge. Mais je pense que pour moi, c'était important de m'impliquer. C'est ça, donc on fait tout pour en parler. Parce que c'est une maladie qui n'est pas facile à vivre parce qu'on ne la voit pas, nous. Mais ma soeur, moi, je l'ai vue, toutes sortes de techniques pour déloger le mucus, l'avoir craché, tu comprends pas, les nuits à mal respirer, c'est pas évident. Donc, c'est une maladie qui... La recherche permet justement à chaque année d'aller chercher 1 an d'espérance de vie de plus et les médicaments aussi qui sont acceptés de plus en plus au Canada. Mais c'est une maladie qui est pas facile, qui n'est pas évidente. C'est incroyable de t'avoir en entrevue parce que ta sensibilité qu'on voit à l'écran, mais ce côté vrai de toi, c'est dû, en tout cas selon Coconut, à cette succession d'événements, d'expériences de vie
le racisme dans le sport étant très jeune, venant d'une famille mixte. Hein? Fou! Plus que ça, il y en a Jojo, pâté chinois. Tu sais, je veux dire, harmonise-moi ça. Ça peut pas être plus mixé, là. Un tchaka. Ouais, un tchaka. La condition de sister, la sœur, font en sorte que ton implication avec le centre lassalien, voir un peu les situations plus difficiles dans certaines familles, est-ce que tu peux confirmer que l'ensemble de ces situations vont avoir une incidence sur ta manière de couvrir des événements, 100%. sur ta manière d'approcher l'humain? 100%. On aimerait t'entendre très rapidement parce qu'on sent que ça l'a joué, là. Ça, là. En fait, j'ai vite compris. En une minute. Dans ce milieu-là, je suis habitué avec le timing. Combien de temps? OK, 40 secondes. Okay. Ouais, c'est pas encore l'oreillette. Oui, d'accord, oui. Alors, podcast à des oreillettes maintenant, le budget est sorti. Alors, vite. J'ai appris qu'il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Je pense que quand tu rentres dans ce milieu-là, tu veux être, ah oui, je suis le reporter sportif, carré, structure. Et je vois beaucoup de gens qui le font encore en entrevue. Tu vois, des entrevues, c'est fade. C'est fade. Il n'y a aucune énergie entre l'interviewé et l'intervieweur. J'essaie pas de jouer une game quand je fais une entrevue, mais j'essaie de me mettre à la place de la personne qui est devant moi. Et j'essaie de faire mes recherches, je fais toujours mes recherches, à savoir c'est quoi son background, qu'est-ce qu'il a vécu avant. Parce que la personne qui se présente devant toi a un bagage. On a tous un bagage. On a tous quelque chose. Puis c'est ce que je fais dans mes entrevues. Puis je pense que c'est ce qui rend un peu mes entrevues de sport aussi humaines. Parce que je fais pas juste, hey, t'as marqué un but hier, belle passe. Non, on s'en fout, ça. Je veux dire, n'importe qui peut l'avoir sur son cell, les statistiques. Mais de savoir, par exemple, que Jordan Harris du Canadien, qui est un défenseur métis de deuxième génération, que son père a été adopté par une famille juive, et son père est un noir, qui était le seul noir à cette époque-là, au Massachusetts, comme joueur de hockey dans ses équipes. Ah ben ça, tu l'apprends pas nécessairement juste en te tapant. Il faut que tu parles à la personne. Et ce qu'il raconte, c'est que, justement, son père et sa famille lui a permis d'être tellement à l'aise toute sa vie parce qu'il n'a jamais été affecté par son apparence. C'est pas ta différence qui devrait t'empêcher d'accéder à des postes ou de réussir ce que tu veux faire. Donc, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le sport. Il y a tellement d'histoires, de bagages, mais il faut pas jouer une game. Il faut juste être vrai avec la personne devant toi. Superbe. En terminant, Andy Mailly-Pressoir. Tu nous corriges, là. Ça fait quand même pas loin d'une décennie, là, que t'es avec TVA, là. Ah, c'est fou. Mine de rien, là. C'est comme si on a grandi avec toi. T'es genre un Normand Brathwaite du sport. On est en 2023. J'ai commencé... 2011? J'ai commencé à TVA Sport le jour 1. En 2011. Ouais, c'est ça. On était 55 employés permanents. C'était le début d'une chaîne sportive. C'était tellement d'énergie. Waouh, on part ça. J'ai quitté pour aller à V, à l'émission du matin. Je faisais les sports. Wow, ça, là, c'était... Ça, ouais. Là, on te sentait monter. Je me levais à 2h30 du matin tous les jours. Waouh. Puis après, je suis revenu. Malheureusement, l'émission a terminé. Je suis revenu à TVA Sport en 2016. Donc, ça fait littéralement 11 ans que je fais ce métier-là. Très choyé. J'ai pas eu de raccourci. J'ai toujours créé mes propres opportunités. Je me suis jamais arrêté à mes profs me disaient à l'université, tu trouveras jamais de job à Montréal dans le sport parce que c'est un petit marché, puis c'est les vieux de la vieille, etc. Je suis comme, OK, cool, mais moi, je couvre peut-être pas la même façon le sport, tu comprends? Donc, t'as vraiment cru en tes capacités. 100%. 100%. Puis comme je te dis, j'ai pas eu, tiens, fais rentrer telle personne. Non. J'ai créé mon chemin, puis je pense que c'est ce qui m'a permis de rester encore aujourd'hui. Superbe. Et écoute, on t'a vu dans différents reportages, là. Moi, je vais dire n'importe quoi, mais tout récemment, tu couvrais le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey. Pour ne dire que ça, tu sais, quand tu circules au travers des Sidney Crosby, des McKinnon... c'est ça. Excusez les gars. Excusez-moi. Merci. Hey, Souban. Non, je ne suis pas Souban. Wow. Le plus, c'est que c'est arrivé, ça. C'est arrivé. Hey, Piqué! Hey, Jordan! Ouais, c'est ça. Non, pas par des joueurs, mais par des gens ici au Québec, là. Carrément, hein? Écoute, il faudrait que tu portes les manteaux à la Piqué, là. C'est arrivé, j'ai manque de froufrou, moi. J'ai pas ce budget-là. Piqué a certainement un budget que je n'ai pas, mais voilà. C'est intéressant et d'avoir été ce modèle pour les gens issus des communautés noires. C'était rare là, qu'on en voit peut-être Georges Larac qui était à 91.9, un peu à radio.
au niveau sportif, là, on n'en avait pas beaucoup, tu sais. Moi, quand j'étais jeune, j'avais aucun journaliste sportif noir à regarder quand j'étais jeune. Moi, je me J'aimais rappelle. Kaby à Toronto. Ouais, OK, mais fallait ça. traverser à la Ville-Reine. Ouais, mais ouais. ici, Moi, j'ai jamais vu de journaliste sportif noir quand j'ai 10 ans. Là, disons que j'ai 10 ans, 11 ans. Non. Non. Imagine, il y avait des joueurs, comme tu dis, il y avait Georges Larac. Ouais, c'est ça. C'était Québécois, c'est ça. Bien sûr, je regardais Patrice Bernier, etc. Oui, voilà. Mais des journalistes, puis je pense que tu avais dit la même chose aussi quand on s'est rencontrés. Tu voulais faire ce job-là. Mais C'était qui? C'était qui nos modèles? Tu sais, le cavalier qui faisait la soirée du hockey, alors il passe la rondelle et tout. Mais là, tu te dis, mais je serais capable. Tu vois, Sega 100%. Genesis, NHL, ça venait de sortir, puis tu commentais, Matt Sundin, Owen Nolan, passe, Écoute, j'écoutais 110%. Je pense que j'avais 9 ans, Wow. 10 ans. Puis je suis comme, Jacques Lemaire. mais je suis comme, pourquoi il n'y a pas d'ethnie? Pourquoi il n'y a pas de... C'est comme... Écoute, moi, c'était peut-être si je fais des podcasts aujourd'hui, Ouais. c'est parce qu'ils avaient une table un peu similaire Ouais, exact. à TQS, puis ça passait tard le soir. Juste avant Bleu Nuit. Ouais, 11h30, juste avant Bleu Nuit, Voilà. là, tu sais, sur Ouais. TQS. Ouais. Oui. OK. Et ça passait à TQS, puis là, on était vraiment dedans, mais on a vu un moment donné, il n'y avait pas d'Indy Mailly pressoir. Non. Aujourd'hui, tu regardes Kevin Raphaël, Ouais. que tu as, entre autres, coaché un petit ouais. peu, là, qui Ouais. faisait, il commentait des matchs, Ce là, gars-là tu est sais. parti, c'est le web qui l'a créé. C'est fou, ça. Le web. Ce gars-là n'est pas allé à l'École nationale de l'humour comme les autres. Ouais, est pas, c'est- tu sais, il lui a créé son propre chemin. Puis là, les gens comme hein, c'est qui lui? C'est comme, ben, Taille, tu comprends? occupation, hood. Même chose. Même Même chose, chose c'est pour un peu Taille. la même lignée, Ouais. là, un peu. Beaucoup de respect pour Kevin pour ça. Ouais, OK. Parce que c'est un gars qui a jamais arrêté. Lui, il s'est fait des critiques. Là. Kevin Raphaël est capable d'en prendre. Il en a pris. Puis regarde aujourd'hui, il Ouais, anime plein de poisson trucs. dans l'eau, Ouais, là. c'est fou. Ouais, vraiment. Ouais. Puis qui a acquis une notoriété. Ouais. Au début, même, peut-être déjà de la communauté. C'est qui, lui? Exactement, 100%. Tu sais, je pense que les critiques venaient de la communauté noire à... Les critiques venaient de la communauté noire. Les critiques venaient de n'importe qui était comme, de... Easy. Ouais, c'est ça. Mais c'est pris au sérieux, sans se prendre au sérieux, mais on sentait qu'il y avait un travail, il y avait un peu de coaching en arrière, Mailly Il y Pressoir a un peu petit une folie aussi que je ne peux pas expliquer. Sérieusement, sa mère a beaucoup enduré, donc félicitations à ses parents. Félicitations à on va le recevoir, lui, on l'a rencontré à l'événement de Patrice Bernier, là. Très intéressant. Aujourd'hui, tu vois TVA, la nouvelle que tout le Québec, mais on l'a pris comme un coup de massue. Même des fois, les gens, TVA, mais on est habitué avec nos animatrices, nos animateurs, les recherchistes, on les connaît pas nécessairement, mais on sait qu'il y a du monde de la famille qui travaille là, des amis à toi. Puis d'apprendre que le groupe québécois va sabrer 280, 240 postes, puis il y en a au moins 120, 140 qui vont être coupés dans le groupe TVA. Première chose que Coconut ont pensé, il va-tu falloir qu'on fasse notre affiche? Est-ce que Andy Pressoir est encore là? Bon, sachant que tu es un journaliste, comme on dit, étoile montante, qui ont besoin de représentativité, de la diversité. Visiblement. Mais là, il me semble, là, tu sais. Mais... Donc, bon, t'as pas été éprouvé par ces coupes. Sauf que mais ta lecture, là, franchement, d'avoir des collègues à toi... C'est dommage. C'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il y a un travail qui aurait pu être fait en amont. Vraiment... afin de préparer ça. Parce que tout ce qui se passe en ce moment, c'est le virage numérique, qui est très fort. La preuve, Coconut ne joue pas à la télé, c'est sur le web, tu comprends? Mais tranquillement, pas vite, la télé est en train de mourir. Les gens ne prennent plus le temps de s'asseoir à 5 heures pour regarder l'émission de 5 heures. Nous, on le faisait pour Watatata dans le temps, je te promets. Parce qu'on ne le regardait pas en reprise sur des plateformes après. Les gens prennent... Fallait avoir une vidéo, oui. Ben exact, wow, avec la petite manette. Pas connu ça, monsieur non, le régisseur. vidéo, oui, non. Ouais. Les gens prennent leur propre temps, font leur propre horaire, sont maîtres de leur temps, tu comprends? Puis le sport, malheureusement, tout ce qui reste encore, c'est ce qui est en direct. Mais la télévision aux États-Unis, au niveau du sport, ils l'ont compris, il me semble. Ils sont multiplateformes depuis bien avant. Puis ils le font très bien. Puis après, ben c'est ça. Faut prévoir des coups. Puis malheureusement, Québécois attendaient les Nordiques. Les Nordiques n'arrivent pas. Ça fait 10 ans qu'on les attend. Ça a été... Mais également le contrat de
TVA Sport avec la Ligue nationale de hockey. Je pense un contrat de 10 ans pour plusieurs millions de dollars, quasiment les milliards. Là, ouais, c'est très cher. C'est très cher. C'est et 700 millions. Le fait que le Canadien de Montréal... Passe pas les séries. Ouais. Tout ça entre en compte. Tu comprends? Si les Canadiens font les séries à chaque année, TVA Sport, les revenus auraient été là. Mais le Canadien étant ce qu'il est depuis les 10 dernières années, ça a été très difficile. Et le contrat, la façon qu'il est fait aussi, c'est-à-dire qu'on diffuse les samedis et les séries. Donc, ça a été un peu dommageable pour TVA Sport. Andy Mailly Pressoir, écoute, tu as été préservé à travers ces coupes, mais tu en avais quand même subi une durant la pandémie. Ah oui, mais comme tout le monde. Écoute, Coconut Podcast, on n'est plus qu'estomaqué de t'avoir eu avec nous. Tu représentes ce modèle positif, mais vraiment, là. Tu sais, ouais, il y a quelque chose, si le Québec pouvait être sur cette vibe-là, je pense qu'on irait pas mal tous dans la bonne direction. Ouais. Tu représentes le Québécois, mais vraiment mixte. T'es capable de switcher aussi, c'est intéressant. Ouais. Moi, j'en avais pas trouvé des comme moi. Là. Des références en créole, des références. Tchaka! Faut que tu sois ici pour parler de Tchaka, là. Tu sais, veux dire. Nos parents nous ont bien élevés. Franchement, félicitations. Andy, Coconut Podcast, on a eu cette opportunité de se promener à travers la nation québécoise. On a été à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Cool. Ouais. Jason Tutu, t'as-tu connu ça? Jordan Tutu. Jordan, ouais, merci. Je suis là pour ça. Ouais, merci. C'est toi l'expert! Voilà. Franchement, on a été sur la côte nord, en langue Innu. OK. Ils nous disent Chinash Kumitin. Chinash Kumitin. Ce qui veut dire? Merci. Ah, ben oui. Ben ouais, écoute. Par la suite, on a été à Québec. Dans la région de Loretteville, les Hurons-Wendat. Okay. Et en langue Wendat, ils nous disent Teawek. Teawek. Ouais, hop là. Okay. On est descendu dans le centre du Québec, Odanak, Victoriaville, Drummondville. Okay. En langue Abénaki, ils nous disent Oléone. Hop là. C'est poétique. Ah, mon cher, on ne l'a pas appris au primaire. on est en train de s'assurer que... Franchement. Ouais. En tout cas. Par la suite, on est allé en Abitibi. En langue algonquine. Okay. Nos frères et sœurs nous disent Miigwech. Hop là. Et puis là, on est dans la région de Montréal. Ouais. Entre autres, on a nos frères et sœurs Mohawk, et eux, ils nous disent Niawen. Ben oui. C'est beau. Ben ouais, plus beau que ça. Puis on est d'origine haïtienne, toi et moi. Qu'est-ce qu'on dit? M'a dire un gros merci en pile. Ah ben t'es là. Donc mon ami, merci vraiment. Merci à toi. Toute une entrevue. Puis ce n'est que partie remise. Oui. Le prochain, c'est Paul Evra. Oh oui, je l'amène. Parfait. Écoute, je vais te chercher à Saint-Michel, parce qu'il ne sort pas souvent. Je te l'amène ici. On va le mettre dans 67. Exactement. Connaisseur. C'est Kudou. Yes. Merci à toi, vraiment. Merci. Messieurs, dames, oui, nous étions avec... Je dis étoile montante, ça fait déjà près d'une décennie qu'il est là, mais tellement qu'on n'est pas habitué d'en voir. Pour nous, il vient de commencer, puis il arrête pas, là. Il est au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey. Imaginez-vous, avec des légendes telles que Sidney Crosby. Pour moi, regarde, il est au summum, mais surtout, il inspire tous ceux qui veulent faire ce travail de pouvoir partager avec les auditrices, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices. Maintenant, je vais inventer un nouveau mot. Les internetteurs et les internetteuses. Ouais, un peu, je sais pas, c'est un peu louche comme mot, mais voilà, messieurs, dames, on était avec cet analyste sportif, citoyen engagé. Vous pouvez le voir à TVA Sport. Lui, il est sur Internet, en passant, entre autres. Et vraiment... Autrement, allez faire un tour au centre Lassalien. Vous allez le croiser avec M. Paul Evra. Ils font tout un travail pour la communauté de Saint-Michel. Alors, on lui dit un gros Niawen. Franchement, Andy Mailly Pressoir, c'est du sérieux. Puis, ce qui est encore plus incroyable, c'est un chocolat à base de canne à sucre, mais avec des bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, vous dire, c'est du sérieux. Plus québécois que ça, il n'y en a pas. Alors, messieurs, dames, vous étiez sur les ondes de Coconut Podcast. On se revoit pour une prochaine entrevue dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Sur ce, Niawen, merci, au revoir!